Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2026. Bonne année YouTube. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Une belle année, une bonne santé, la réussite dans tes projets et de bien t'en sortir. Nous reprenons le format des questions d'actualité au gouvernement et je voulais profiter de ces petits moments avant d'y aller pour te souhaiter donc le meilleur pour cette nouvelle année 2026. Nous, on reprend avec une énergie retrouvée le format des questions d'actualité au gouvernement commenté par votre humble serviteur, qu'on va regarder tant du côté de l'Assemblée nationale que du côté du Sénat, avec une actualité qui, on pourrait dire, en 3 semaines, n'a pas énormément changé. Nous devrions reparler Mercosur, nous devrions reparler colère des agriculteurs, vous saupoudrez avec un soupçon de neige et avec une violation de la souveraineté vénézuélienne et l'enlèvement de Nicolas Maduro, et vous avez le format pour une année 2026 qui commence bien. Vous rajoutez aussi un monde qui brûle, le dérèglement climatique, les inégalités qui prospèrent, l'inquiétude qui grandit, bref, une bonne séance, j'ai envie de dire un mercredi comme on les connaît, quoi. Voilà. Mais n'empêche qu'on va pouvoir voir ça d'ici quelques instants, puisque la séance est sur le point de s'ouvrir. Et justement, avant d'y aller, si ce format vous plaît, à vous toutes et tous qui regardez ce format, et je sais que vous êtes nombreuses à le regarder semaine après semaine, des gens qui sont là toutes les semaines, des gens qui viennent de temps en temps et des gens qui viennent plus occasionnellement, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et puis bien sûr, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette séance me ferait le plus grand bien. Tout cela permet de mettre en avant mon contenu sur YouTube, bref, de me faire prospérer, de me tailler un petit espace rien qu'à moi, rien qu'à nous sur YouTube. Et je vous en serai infiniment reconnaissant. Alors, je vois que nous sommes rejoints par Hydroliste. Ah bah oui. Et nouvelle année, nouveau changement, effectivement. J'ai changé de skin. Je suis passé en SAS 30. Voilà, nouveau skin pour la trentaine, qu'on espère qu'elle sera fructueuse là aussi. Ah voilà, j'allais dire, dis donc, ils ont un petit peu de retard à l'Assemblée nationale. Non, ils sont à l'heure. Voilà, Yael Braun-Pivet, toujours présidente de l'Assemblée nationale, hein, ça n'a pas changé. Voilà, qui s'installe au perchoir et qui va ouvrir cette séance. Pour celles et ceux qui découvriraient le format ou qui n'ont pas l'habitude, c'est un moment d'échange entre les groupes politiques, 2 minutes pour chaque intervenant de groupe politique, 2 minutes pour le gouvernement pour répondre et une réplique autorisée si on n'a pas terminé son temps de parole. Et on commence par la France Insoumise. Madame la Présidente, je tiens d'abord à exprimer le soulagement de l'ensemble de notre groupe suite à la libération de Steve Rouya et notre gratitude envers les agents de l'ambassade de France au Togo pour leur travail. Madame la ministre de l'Agriculture, depuis des années, l'opposition au Mercosur gronde dans toute la France. Les agriculteurs et tous leurs syndicats se mobilisent. C'était prévisible. 70% des Français s'y opposent. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité notre résolution pour rejeter cet accord. On pourrait donc s'attendre à ce que le président et son gouvernement soient vent debout contre cet énième accord de libre-échange. Mais depuis 8 ans, vous êtes dans l'ambiguïté permanente. D'une semaine à l'autre, Emmanuel Macron passe du non affirmé à un avis plutôt positif. C'est en réalité une opposition de façade. Votre seule volonté, c'est de repousser l'accord pour calmer la colère des agriculteurs, mais le report ne suffit plus. Les agriculteurs ne veulent pas mourir moins vite, ils veulent vivre dignement de leur travail. Madame la ministre, alors que vous ordonnez des abattages et rechignez à vacciner massivement contre la DNC, pensez-vous vraiment que l'importation de 100 000 tonnes de bœuf brésilien bourré aux hormones va devenir acceptable? Les agriculteurs ne sont pas dupes et nous non plus. Alors, que proposez-vous pour faire passer la pilule? D'abord, plus de contrôle sur les importations. Sauf que vous avez baissé les effectifs de la répression des fraudes de 25% en 15 ans. Ensuite, des suspensions d'importation temporaires qui ne sont pas une solution à moyen terme. Et enfin, une clause de sauvegarde des mesures miroirs inefficaces qui n'empêcheront ni la concurrence déloyale, ni la délocalisation de l'élevage français. Rien sur le protectionnisme solidaire que nous appelons de nouveau, qui protège nos agriculteurs, notre santé et notre environnement. Protectionnisme solidaire, c'est nouveau ça. Allez-vous enfin respecter la voix du peuple français? Vous engagez-vous vraiment clairement à refuser cet accord et à tout mettre en œuvre pour son abandon définitif?
Qu'est-ce à dire? Merci beaucoup, Définissez monsieur le député. La protectionnisme parole est à solidaire. monsieur Nicolas Forissier, ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Ah bon? C'est pas Annie Genevard qui répond? Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, J'ai jamais entendu ce ministre. J'ai entendu Il est évidemment nouveau votre interpellation. Elle n'est pas nouvelle. Beaucoup ont des arguments identiques aux vôtres. Je veux juste rappeler la position de la France sur la négociation du Mercosur. Bah, ce serait bien de la rappeler, oui, parce qu'elle change La France est un tellement. grand pays agricole. La France considère que c'est une priorité absolue et donc la France a toujours, depuis toutes ces dernières années et notamment depuis 2024, lors du dépôt du dernier texte à Montevideo, eu une constante position qui est de dire que nous ne pouvons pas accepter l'accord du Mercosur tel qu'il est présenté aujourd'hui, notamment parce qu'il met en danger, ou il peut mettre en danger, ou peut fragiliser, ou il peut déstabiliser certaines filières. À partir de là, nous avons des exigences. Les exigences, elles sont très précises. Une clause de sauvegarde qui est opérationnelle, un frein d'urgence qui permet d'arrêter l'importation dès une filière, et on peut penser par exemple à la filière bovine, puisque vous l'avez évoqué, est déstabilisée. Cette Oui, bah, clause ce de sera pas sauvegarde a activable. beaucoup évolué. C'est fait exprès, les clauses de sauvegarde. Du Parlement européen qui a renforcé les éléments. Pour C'est là qu'est l'arnaque. Nous attendons les derniers éléments, les dernières précisions, mais c'est déjà une avancée considérable obtenue par la France avec un certain nombre de pays alliés. Deuxièmement, Donc ça, c'est une entourloupe, hein, la clause de sauvegarde. les clauses miroirs, qui s'appliquent d'ailleurs au-delà de l'accord Mercosur. C'est une demande et une exigence de la France. Pour l'instant, nous considérons que les réponses ne sont pas satisfaisantes. Enfin, troisièmement, les contrôles. Ce n'est pas uniquement un problème français, c'est aussi les contrôles à l'échelle européenne. Et ce qui est important, c'est de le faire sur place, dans les exploitations et dans les unités de production, dans les pays exportateurs. De ce point de vue-là, donc on va aller dans les pays du Mercosur, c'est ça? Nous attendons des réponses opérationnelles. Oui, ils n'arrivent déjà pas à contrôler les colis chinois. Ce qui conduit à dire que pour l'instant, en l'état, il n'y a pas les réponses satisfaisantes pour donner un accord à la signature du projet de traité Mercosur. Voilà. Mais si je comprends bien, il n'y a plus de minorité de blocage pour s'opposer au Mercosur. Pour le groupe socialiste. Les socialistes maintenant. Donc je crois que pour le Mercosur, on va un petit peu l'avoir Madame la Présidente, dans le baba. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Ah bah voilà, l'Italie collègues, va voter pour. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Oui, Il y a bon, c'est pour lui quelques qui te jours, répondra. le groupe La Poste a subi pour la seconde fois en 2 semaines une cyberattaque importante par déni de services distribués, saturant les accès à ses activités postales et bancaires. Il y a quelques mois, ce sont certains de nos hôpitaux qui étaient touchés, voire des collectivités territoriales ou des entreprises, avec le ministère de l'Intérieur, massif de données confidentielles de milliers de patients, d'usagers ou de clients. Ces cyberattaques interrogent l'opérabilité de la transposition de la directive européenne NIS 2, qui vise justement à les prévenir, en donnant surtout des moyens d'accompagner les structures et les services potentiellement concernés. La France est aujourd'hui le dernier pays européen à ne pas avoir transposé NIS 2. Elle s'expose aussi à une amende conséquente. En effet, rappelons le calendrier. En octobre 2024, limite fixée par l'Europe pour la transposition, le gouvernement dépose un projet de loi au Sénat sur la cyber-résilience et engage la procédure accélérée. Après la première lecture, le texte arrive à l'Assemblée. Nous sommes alors en mars 2025. La commission spéciale qui l'étudie boucle ses travaux, butant sans doute sur le nouvel article 16 bis sur la protection des messageries cryptées, adopté par le Sénat et confirmé par la commission spéciale. Ainsi, ma question est double. Peut-on considérer définitivement que le texte initial du gouvernement sur la levée du cryptage relevait bien d'une surtransposition? Déjà un an. L'article 16 bis doit être maintenu. Et dans l'affirmative, comptez-vous prioriser le passage du texte en séance une fois le débat budgétaire terminé? Ça va le son au fait? Parce que j'ai encore fait des réglages. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Ah, salut les jeunes. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jacoberti, merci pour votre question qui d'abord me permet de saluer les efforts des employés de La Poste qui, face à 2 attaques, vous l'avez dit, cyber extrêmement violentes à Noël et à l'occasion de la Saint-Sylvestre, ont permis d'assurer l'essentiel, la livraison des colis en temps et en heure, et de préserver aussi plus que l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité des données individuelles des clients de La Poste qui ont été complètement préservées. Saluer aussi à l'occasion des aléas climatiques auxquels nous ont face les postiers qui aujourd'hui aussi continuent à livrer et à faire leur travail. Donc merci à eux et je pense que vous êtes tous associés.
Sur le sujet que vous mentionnez, il est essentiel. La cybersécurité, c'est un enjeu régalien, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu financier, c'est aussi un enjeu démocratique. Parce que parmi les attaques auxquelles vous avez fait référence, il y en a d'autres à laquelle je souhaiterais alerter la représentation nationale. À l'occasion des élections aux Pays-Bas, juste avant Noël, l'ensemble des sites des partis politiques ont été attaqués également dans le cadre de cyberattaques. Donc on fait face à un enjeu majeur. Évidemment, donc il y a eu des élections aux Pays-Bas, je la l'apprends. directive européenne à laquelle vous faites référence, elle est importante et on doit travailler sur ce sujet. Vous l'avez dit, examiné au Sénat, à l'Assemblée dans le cadre d'une commission spéciale. Le changement d'équipe gouvernementale fait qu'on a repris des consultations avec les parlementaires. Je pense que vous avez été vous-même reçu par ma collègue Anne Le Hainaut dans ce cadre hier. Et évidemment, on va poursuivre le travail de transposition. Je pense qu'il faut qu'on aille même au-delà de ça. On a un vrai sujet de stratégie cyber. Laissons Hugo tranquille, il est malade, on lui souhaite un prompt rétablissement. Le gouvernement s'engage à travailler sur l'ensemble des mesures qui doivent nous permettre de faire face à ce risque, je le répète, extrêmement important auquel on fait face. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Il n'y a pas de micro. Monsieur le ministre, il est vraiment urgent de doter la France de ce système permettant d'accompagner les structures concernées. Merci. Merci beaucoup. C'est une réponse qui valait la peine. Présent Monsieur Nicolas Ray pour le groupe Droite républicaine. La droite républicaine, les députés Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse Laurent à Madame Wauquiez, la ministre du Budget. Bruno Retailleau. Nous sommes le 7 janvier et la France n'a toujours pas de budget. Cette situation C'est pas grave, ça est arrive. profondément préjudiciable pour l'action publique, pour la confiance du monde économique, pour la crédibilité de notre pays. Alors que les débats reprennent demain matin en commission, il serait irresponsable de laisser perdurer cette impasse budgétaire trop longtemps. Pendant que certains continuent de refuser tout compromis, des urgences ne peuvent pas être traitées. Je pense à nos armées qui attendent les 6,7 milliards de crédits nécessaires pour mieux nous protéger. Je pense à nos agriculteurs qui attendent des aides, des indemnisations, notamment pour faire face à cette Je pense aux autres terrible ministères crise qui n'ont pas vu sanitaire. leur crédit coupé Par pour ailleurs, l'instant. il est impératif de ramener notre déficit public sous la barre des 5%. Et pour cela, notre groupe politique, Michel Barnier cet derrière. effort doit reposer sur la diminution de la dépense et non sur de nouvelles hausses d'impôts dans notre pays, dont le taux de prélèvement obligatoire a déjà augmenté l'an dernier de 0,8 points. Notre groupe a fait de nombreuses propositions sérieuses, chiffrées, sur les opérateurs de l'État, dont le coût a augmenté de 30 milliards en quelques années. Nous soutenons aussi la proposition du rapporteur général Philippe Juvin de réduire les crédits de nos ministères de 2%, 2 petits pourcents pour maîtriser nos dépenses, alors que les ménages, les entreprises font aussi des efforts. Nous avons fait des propositions aussi pour maîtriser les dépenses d'aide médicale d'État qui ont explosé, passant de 700 millions à 1,5 milliard. Que sont devenus les décrets de François Bayrou qui étaient signés, qui n'ont jamais été publiés en la matière? Qu'attendez-vous aussi pour mettre en œuvre les propositions responsables du rapport Stefanini-Evin, Monsieur Evin qui est un ancien membre du Parti Socialiste? Nous ne pouvons pas demander des efforts français sans que cette AME soit réformée. Madame la Ministre, ma question sera simple. Irez-vous dans cette voie de la réduction de la dépense et prendrez-vous vos responsabilités pour donner rapidement un budget sérieux et responsable à la France? Merci beaucoup. Un budget sérieux et responsable, c'est un budget qui baisse les dépenses, toujours, mais qui n'augmente jamais les recettes. Oui, merci Madame la Présidente. Soyons responsables. D'abord, vous dire que nous partageons pleinement, l'urgence de donner à la France un budget, et l'objectif de réduire le déficit à 5%. Vous l'avez dit, les discussions reprennent. D'abord, elles ont repris en sérieux budgétaire. Je voulais vous remercier, Monsieur le député, de votre présence hier à une réunion. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire que nous cherchions des combines. Je crois que pour tous les députés qui étaient présents, on a bien vu que ce n'est pas des combines qu'on cherchait, c'était des convergences et des solutions. Ensuite, vous le dites, les discussions reprennent en commission des finances jeudi matin. Je vous rappelle que le gouvernement... Tu fais bien le RP droite républicaine, gouvernateur. Avec Roland Lescure de nous rendre disponibles. Le président de la commission des finances, je crois, ne souhaite pas que nous soyons là. Mais il y a un énorme travail devant nous, vous le savez, de convergence, de rapprochement. Le gouvernement a été engagé et est constant sur le sujet des économies, puisque vous parlez des économies. En 2025, je le répète, nous avons fait collectivement le plus grand effort de réduction des dépenses de fonctionnement de l'État. J'aime bien à chaque fois, c'est nous qui avons fait le plus. En 2026, ce même engagement est repris par ce que nous avons proposé pour la deuxième partie du budget, puisque nous avons proposé une baisse de 1,5 milliard d'euros des crédits des ministères hors ministère de la Défense. Et nous sommes tout à fait, bien sûr, engagés à ce que la réduction du déficit que nous visons en 2026 se fasse pour la moitié maximum par de la fiscalité,
mais pour la moitié minimum par des baisses de dépenses, et c'est bien là ce que nous cherchons. Et donc le compromis, c'est ça, c'est demain matin en commission, ouais. C'est pas la commission des finances. C'est pas l'unanimisme, c'est de la méthode, c'est des rapprochements, c'est au fond de remettre les Français et leur politique publique et les services publics au cœur des discussions pour rendre l'action publique plus efficace, pour mieux l'organiser. Sur l'AME, monsieur le député, la santé publique doit primer, le respect des droits fondamentaux doit primer, la lutte contre la fraude, évidemment, doit primer. Et je souhaite que sur ce sujet, comme sur les autres, nous trouvions des compromis plutôt que nous alimentions des polémiques. Je sais que ce n'est pas l'état d'esprit qui est le vôtre. Et donc, continuons à travailler pour qu'à la fin, nous soignions les Français et que nous ayons les moyens d'adapter à le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Clémentine Autain pour le groupe Écologiste et Social. Clémentine Autain, membre du groupe de l'après. La bascule du monde, la vassalisation ne peut pas être la voie de la France et la loi du plus fort remplacer le droit international. Or, vous êtes incapable d'opposer un refus clair à l'offensive de Trump, à l'ordre du monde qu'il veut imposer avec l'international autoritaire et réactionnaire. La capture de Maduro, au mépris des règles internationales, s'inscrit dans un bouleversement plus global, marqué par la dévalorisation des institutions onusiennes et par le retour des impérialismes. Que la France et l'Union européenne soient à ce point effacées, soumis à Trump, est le signe d'une déroute profonde. Et puis c'est surtout le deux poids, deux mesures. Il y a des bonnes invasions et des mauvaises invasions selon certains. Au bannissement du sol américain de l'ancien commissaire européen Thierry Breton, en passant par l'idée d'une Riviera à Gaza ou l'exclusion de l'Afrique du Sud de la première réunion du G20 sous présidence des États-Unis. Et aujourd'hui, si nous nous réjouissons de la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine avec des garanties de sécurité, mais lesquelles ? L'annonce par le chef de l'État français que des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu seront placés sous le leadership américain a de quoi sérieusement inquiéter. Oh la Trump, vache. pour garantir l'application d'un accord du droit. Quand on n'a qu'une obsession, mettre la main sur les ressources naturelles des autres et dominer le monde, comment peut-on être digne de cette confiance ? Notre place, notre rôle, c'est d'être fermement alignés sur nos principes. C'est de proposer une coalition diplomatique et de défense pour porter une autre vision du monde fondée sur la justice et la coopération et à même de nous protéger. Notre fidélité, nous ne la devons pas à un camp, mais à une vision de la mondialité qui repose sur le droit et sur la mise en commun. S'asseoir sur ce que nous avons à défendre, c'est le déshonneur et c'est la mise en danger. Alors quand Trump aura tenu sa parole, parce qu'il tient sa parole, en s'attaquant au Groenland, qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous faire? Jusqu'où ira votre esprit de soumission? Merci. Ouais, parce qu'après le Groenland, il y aura le Canada, il y aura la Colombie. Ministre en charge jusqu'à ce que toute l'Amérique entière. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain. Mais ils sont où les ministres? Un vaste panorama de l'ensemble des enjeux et des Benjamin Haddad sur le plan des relations internationales à notre pays, à l'Union européenne et à bien d'autres pays. Je voudrais juste vous répondre sur 3 points. Premièrement, et je reviens à votre évocation de ce qui s'est passé au Venezuela, la France a été extrêmement claire. Elle a rappelé que la priorité absolue, c'était de respecter le droit international. LOL. Des peuples à disposer d'eux-mêmes. La position de la France de ce point de vue. Donc violons le droit international en le faisant respecter. Au Conseil de sécurité, pas plus tard qu'hier. Et c'est ce que nous continuerons à défendre. Même si il est évident qu'il y a une situation de fait et qu'il faut que nous accompagnions la transition démocratique de façon à ce que le peuple vénézuélien puisse lui-même se déterminer. Il n'y a rien à accompagner, tu condamnes et puis tu prends des sanctions. Ce n'est pas d'attendre une décision de l'extérieur, c'est que le peuple vénézuélien, et je crois qu'on se retrouve, puisse décider. Vous évoquez la surveillance sous contrainte américaine, si j'ai bien compris, de l'Ukraine. Non, la coalition des volontaires qui s'est réunie hier à l'Élysée, qui n'a jamais été aussi nombreuse en nombre de chefs d'État représentés, cette coalition des volontaires, elle a réaffirmé la volonté des Européens de soutenir l'Ukraine, de contribuer de façon très concrète à la défense de l'Ukraine. Et évidemment, cela est lié à l'existence de l'OTAN. Et l'OTAN, les États-Unis en sont membres. Et évidemment, oui, en plus, quelle souveraineté. Donc merci la réponse de la France. Les États-Unis pour nous accompagner et pour participer à cette surveillance, même si les États-Unis attendent de la France et de l'Union européenne plus d'implication. Vous connaissez bien le débat. On ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'est pas... Ça y est, il m'énerve.
Pour le reste, je ne connaissais pas ce ministre, mais il m'énerve. Et vous l'avez évoqué vous aussi, je crois qu'on sera d'accord pour dire que le droit international, le multilatéralisme doivent l'emporter. C'est la position constante de la France de défendre le multilatéralisme, le droit international, malgré le fait que certains de nos alliés, vous l'avez vous-même dit, et nous vous rejoignons, sont pas tout à fait sur la même ligne. Voilà la position de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Incompréhensible la position de la France. Voilà, c'est confirmé. Merci Madame la Présidente. Les démocrates, ma question s'adresse à Monsieur le François ministre Bayrou. des Finances. Monsieur le ministre, depuis l'adoption au Sénat de la contribution dite taxe oui, en même émeute, temps, ouais, voilà. j'ai reçu de très nombreuses interpellations de mécontentement dans ma circonscription en Val-de-Marne. Les habitants comme les acteurs économiques ne comprennent pas pourquoi devaient être financés via les contrats d'assurance les dégâts causés par des violences urbaines qu'ils réprouvent comme nous tous et que surtout ils n'ont pas commises. Le dispositif introduit dans le budget 2026 prévoit en effet de rendre obligatoire une garantie émeute dans tous les contrats d'assurance dommages financés par une surprime nationale. Les premières estimations évoquent une hausse pouvant atteindre plusieurs points de cotisation répercutés sur l'ensemble des assurés et qui pèsera donc sur des millions de ménages. Or, cette mesure s'écarte totalement de l'esprit initial des travaux du Sénat qui visait à répondre aux difficultés d'assurabilité des collectivités territoriales et non à créer une sorte de taxe généralisée. Cela soulève deux problèmes majeurs. Pourtant, c'est ce que vous avez voté. Un problème d'équité, faire financer les dégradations liées aux émeutes par l'ensemble des assurés, revient à faire payer à la majorité respectueuse des lois les actes commis par une minorité violente. Et pour les victimes directes, ce serait donc une double peine. Ensuite, un problème de cohérence. Les émeutes ne sont pas une catastrophe naturelle, elles ne constituent pas un aléa, par définition non maîtrisable, elles relèvent de l'ordre public et donc de la responsabilité de l'État. Ah oui, c'est les flics qui n'ont pas assez fait de violences policières, c'est pour ça qu'il y a des émeutes. Cette taxe est perçue comme un renoncement de l'État à assumer pleinement sa mission de maintien de l'ordre. Ils n'ont pas assez frappé, ils n'ont pas assez tué. Un impôt indirect donc c'est pas une catastrophe naturelle, bah oui. Sans résoudre pour autant logique les difficultés infaillible d'assurabilité des collectivités qui restent le cœur du problème. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire si le gouvernement entend renoncer à ce dispositif manifestement mal préparé, mal compris, mal calibré, et quelles pistes il entend explorer pour résoudre la problématique d'assurabilité des collectivités. Je vous remercie. Merci. Oh non, on a voté quelque chose qui ne nous arrange pas, du coup on pleure parce que ça ne nous arrange pas. Voilà, je vous fais le résumé. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Maud Petit, je vais me permettre de vous reprendre un peu sur un certain nombre d'éléments de votre question. D'abord, revenons à la question, s'il vous plaît. Évidemment, question de créer une nouvelle taxe. Il est question de créer une certaine forme de solidarité entre assureurs, oui, entre ceux qui continuent, parce que vous savez que la majorité des contrats aujourd'hui intègrent une assurance anti-émeute, de ceux qui... Non, mais de sous-entendre que c'est lié à un manque de sécurité publique. Dans nos territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, le risque... Parce que sinon, je remets les images de Sainte-Soline. Territoriale, mais aussi pour un certain nombre de commerces, c'est qu'ils ne puissent plus être assurés contre ce risque, qui est un risque réel, qui est un risque qui peut d'ailleurs les conduire, pour les activités économiques, les commerces notamment, à ne plus souhaiter s'installer. Donc il faut faire face à ce défi majeur, et nous on le fait en assurant une solidarité entre assureurs, oui, et en leur demandant à tous de contribuer à un fonds anti-émeute de garantie qui sera garanti par l'État, évidemment, c'est important, mais qui permettra... Ah voilà, encore une fois, ça va être de l'argent public qui va être mobilisé pour pallier au désengagement du privé. On adore. Forcément, ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Pas plus, évidemment, donc le privé n'en veut pas. Anti-vol ne dédouane les forces de sécurité de poursuivre les voleurs ou les forces de justice de les sanctionner. On restera évidemment extrêmement ferme sur la prévention, le contrôle, les arrestations et la sanction des émeutes. Et par ailleurs, l'État prend sa responsabilité en garantissant ce fonds. On trouve un équilibre qui me semble adapté. Même je vous vois. Ouais, c'est encore Nicolas qui paie, exactement. Je suis vraiment désolé de vous. Ah, mais c'est la France d'Emmanuel Macron. Hein. Entre assureurs, on privatise les bénéfices et on socialise les pertes. Moins les prendre et s'assurer qu'évidemment nos concitoyens. Et ça fait 8 ans que ça dure. Vivre, se mouvoir, occuper des activités commerciales en toute sécurité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Viry pour le groupe Lyot. Les indépendants du Sénat. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a de l'Assemblée. Oh là, j'ai un peu d'avance. Permettant aux salariés de débloquer jusqu'à 2 000 € de leur épargne salariale sans imposition.
Une question simple se pose à cet instant. Que recouvre réellement cette annonce ? Si l'idée peut paraître intéressante et répondre en apparence à un besoin de flexibilité face à des dispositifs parfois trop rigides, je m'interroge sérieusement sur l'ambition réelle derrière cette mesure. Je m'en explique. S'agit-il d'un véritable changement de raisonnement à l'égard de l'épargne des Français ou sommes-nous face à un coup de communication destiné à masquer une absence de mesures en faveur du pouvoir d'achat ? Parce qu'à cet instant, des interrogations majeures demeurent quant au contenu de cette mesure, laissant à penser à une mesure qui sort du chapeau. Premièrement, concernant les conditions de déblocage, les salariés pourront-ils réellement accéder à ces fonds rapidement et simplement face aux aléas de la vie quotidienne ? Je pense notamment à un accident style un ballon d'eau chaude qui tombe en panne ou une voiture qui tombe en panne, où il est nécessaire très rapidement de faire face à ce coup du sort. Quand on voit le prix que ça coûte, je m'interroge également sur le périmètre retenu. Pourquoi limiter cette mesure à certains salariés alors que l'ensemble des Français qui travaillent sont confrontés à la même pression sur leur pouvoir d'achat? Cette restriction n'a pas entendu parler de cette mesure. Enfin, pourquoi retenir le montant de 2 000 € plutôt qu'un autre? Monsieur le Premier ministre, à travers cette question, je me permets d'élargir la réflexion à l'intéressement, à la participation, à l'actionnariat salarié dans son ensemble. Il s'agit selon moi d'un sujet qui mérite d'être traité, d'être réintégré dans notre paysage social et sociétal. Replaçons donc au cœur de notre modèle social la revalorisation du travail, le renforcement du dialogue en entreprise et la consolidation entre le travail et le capital en lien avec les partenaires sociaux. Je ne doute pas que votre attention et votre annonce soient louables, mais force est de constater que la méthode choisie et le contenu proposé sont, comme la méthode actuelle, particulièrement glissants. Monsieur le député, la parole est à monsieur. Bon, c'est les indépendants, c'est des questions très techniques et très pointues. Des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat. Merci. On espère que la réponse sera aussi pointue. Messieurs les députés, monsieur le député Stéphane Viry, merci de votre question. Le partage de la valeur est une conviction ancienne pour moi et je sais qu'elle l'est aussi pour vous. En tant que chef d'entreprise à la tête d'une coopérative et puis maintenant en tant que ministre, je suis convaincu depuis longtemps que le capitalisme, c'est ce à quoi vous faisiez référence, doit être plus partageur et que le profit doit profiter mieux à tous. C'est un engagement que j'ai pris auprès du Premier ministre. Alors ça, c'est de la connerie en barre. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion, après le budget, de débattre sur cette question ensemble. Ce que je propose aujourd'hui, c'est une première étape pour répondre à un constat spécifique qui est celui de notre pays. Nous sommes record d'Europe du taux Je cherche depuis d'épargne. tout à l'heure et nous avons une consommation à tonnes. la figure de style, Pour y répondre, deux mots je propose le s'opposent. déblocage de l'épargne salariale à hauteur de 2 000 € pour les salariés aux revenus inférieurs à 2 SMIC. C'est pas un pléonasme. Ça concerne 60% des salariés. Antinomique, voilà. Et en fait, capitalisme partageur, c'est antinomique. Les salariés qui en ont le plus besoin doivent avoir la liberté d'obtenir immédiatement du cash pour C'est ça, gouvernateur, de pouvoir d'achat. J'ai la Je me ref. réjouis, monsieur le député, de voir que nous partageons le même objectif. Il y a une proposition de loi sur ce sujet qui est portée par la députée Un oxymore Sylvie Bonnet, aussi, oui. Voilà. dont je salue le travail, et que vous avez co-signé et qui sera prochainement débattu ici. Alors profitons de ce débat parlementaire pour retenir les bons critères pour que ce dispositif joue pleinement son rôle sans déstabiliser les finances des entreprises et qu'il puisse servir immédiatement aux Français. Donc moi, je me tiens à votre disposition pour débattre de ce sujet qui est un sujet d'importance. Merci à vous. Merci. Il commence pas bien l'année, Monsieur le Serge ministre. Papin. La parole est à présent à monsieur Sylvain Berrios pour le groupe Horizon. Horizon, les députés d'Édouard Philippe. Merci Madame la Présidente pour Horizon et Indépendant. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine au nom d'une prétendue Grande Russie. Ça va faire 4 ans. Le 29 décembre 2025, la Chine mène des exercices militaires à munitions réelles autour de Taïwan, selon la prétendue réunification de la Chine. Le 2 février 2026, il y a quelques jours, les États-Unis enlèvent à Caracas le dictateur Nicolás Maduro avant que Donald Trump réaffirme son ambition expansionniste sur le Groenland. Sous nos yeux, 3 membres éminents du Conseil de sécurité de l'ONU piétinent sans vergogne le droit international qui est censé protéger la sécurité du monde.
Nous sommes entrés dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde est dangereux. Et pour être respecté, l'Europe et la France doivent être puissantes et être capables de le démontrer. En Europe, nos dissensions diplomatiques marquent une faiblesse. En France, les interminables tractations budgétaires Chine, signent notre incapacité à agir et à nous protéger. Monsieur le Premier ministre, à votre initiative, l'Assemblée nationale a voté, à l'exception elle a fait des exercices autour de Taïwan. Pour doter Grosso modo, ça se prépare, quoi, la réunification forcée. À la protection de la nation. C'est ce qu'il disait. Et à l'affirmation de sa puissance. Il y a quelques années, 2024, je crois. Le monde tourne vite. Nous n'avons pas le temps de tergiverser. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons sans délai de pouvoir déclencher l'article 49.3 de la Constitution pour doter le pays enfin d'un budget qui permette à nos forces armées de défendre et de protéger la nation et à la France d'être respectée. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Forissier, ministre en charge du commerce extérieur. Mais rapport choucroute ? Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Ne tentez pas cette pirouette chez vous, hein. C'est dangereux, c'est très dangereux. J'allais dire que cette cascade est faite par un professionnel, mais je ne suis même pas sûr que lui la maîtrise. Qui est extrêmement précis, auquel il ne m'appartient pas de répondre, sauf que vous avez entendu tout à l'heure la réponse de ma collègue Amélie de Montchalin sur l'évolution de la discussion budgétaire qui me Ah mais c'est pratique, si tu peux invoquer le 49.3 pour n'importe quel motif international. Rejoint sur Mercosur, 49.3. Dans un monde changement climatique, 49.3. Des sujets qui sont des sujets, je l'ai dit, crise dans des pays, 49.3. Madame la députée, c'est pratique, qui sont des sujets de respect ou non de nos valeurs fondamentales, du droit international, de la primauté des peuples à pouvoir disposer de leur avenir par eux-mêmes et non sous la pression ou sous la direction d'une puissance extérieure. Et les 3 ou les 4 exemples que vous évoquez, on pourrait aussi évoquer le débat qui pour l'instant ne se traduit pas dans les faits autour de la question du Groenland, ce sont des questions qui effectivement doivent conduire l'Union européenne. Et de ce point de vue, la France est motrice à se renforcer dans sa solidarité, dans sa capacité de renforcement de la défense et notamment de la participation à l'effort de défense. Mais c'est un prétexte, c'est un prétexte. Le jour où il y a un accord de paix ou en tout cas de cessez-le-feu en Ukraine, cette destination qui est la nôtre désormais, on doit la construire. Et encore une fois, je dois vous dire que je crois, enfin la coalition des volontaires telle qu'elle a été réunie hier à l'Elysée avec 35 États représentés, 27 chefs d'État et de gouvernement est là pour le prouver. La France est de ce point de vue motrice et continuera à l'être pour faire en sorte que nous renforcions notre solidarité européenne et que nous puissions peser à la fois en matière de sécurité, à la fois sur le plan économique et commercial, mais aussi dans le cadre de l'ONU en particulier et du multilatéralisme, dans le respect, pour le respect avec volonté de l'état de droit et du respect du droit international. Il est vachement respecté le droit international en ce moment. La parole est à présent monsieur Julien Brugerolles pour le groupe GDR. Merci Madame. Les communistes et ultramarins. Monsieur le ministre de l'économie, vous avez annoncé ce week-end la diminution d'une partie du tarif d'abonnement de l'électricité par l'intermédiaire de la baisse de la contribution tarifaire d'acheminement. Mais cette baisse au 1er février ne devrait représenter qu'une dizaine d'euros par an d'économie pour les ménages, moins d'1 euro par mois. Avec Bonjour cette annonce, Acide, bienvenue sur ce stream. Le cœur du débat. On est sur de revenir sur la hausse de un format un peu spécial. Les questions sont très bizarres. Et celle de baisser de 20 à 5,5% la TVA sur les consommations. Monsieur le ministre, avant même d'ajouter la marge des fournisseurs ou les coûts de production et de distribution, les taxes sur l'électricité représentent aujourd'hui de 30 à 35% du montant total payé par les usagers. Si vous vouliez vraiment alléger la facture d'électricité des Français, mais aussi celle de nos entreprises, de nos communes, de nos hôpitaux, de nos établissements scolaires, vous disposez de marges confortables. La vérité, c'est que les calculs budgétaires à courte vue vous empêchent de faire de la baisse des prix de l'électricité un vrai levier d'économie pour les ménages, de relance de notre économie et d'atteinte de nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. À l'heure où la France produit une électricité décarbonée et abondante, où plus de 3 millions de ménages sont en précarité énergétique,
où notre pays perd chaque année 57 milliards d'euros pour importer du pétrole et du gaz, pourquoi refusez-vous toujours de revenir sur la TVA à 20% sur l'électricité ? Alors que le débat budgétaire reprend à l'Assemblée. Je crois que c'était une des propositions de loi de la niche GDR, le rétablissement à 5,5% de la TVA sur l'abonnement, comme il a été adopté ici en novembre dernier. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Brugerolles, Mesdames, Messieurs les députés, merci pour votre question qui permet de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, vous l'avez dit, la France a une électricité décarbonée, extrêmement ambitieuse dans ses volumes, et vous avez oublié d'ajouter, et pas chère. Aujourd'hui, l'électricité en France est d'une électricité les moins chères en Europe, et c'est important. Rendez-vous dans 3 ans, gouvernateur. Certains de nos prédécesseurs, il y a plus de 50 ans, ont décidé de lancer un grand programme électronucléaire qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de cette électricité abondante. Et la France veut jusqu'à. Nous permet aussi d'assurer la souveraineté énergétique de la France pour l'électricité, mais vous avez raison, nous dépendons encore beaucoup trop de pays importateurs pour ce qui est du pétrole. Et pour ça, il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet sur la production, et c'est tout l'objet de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur laquelle le Premier ministre m'a demandé de travailler. C'est tout l'objet aussi des enjeux de demande d'électrification, parce que vous le savez, une étude de RTE merci de rappeler les juste faits, avant Noël qui montre qu'on n'est pas encore au niveau en termes de consommation d'électricité. Parce que si on n'avait pas cette connerie du marché européen de l'électricité, notre prix de l'électricité serait 4 à 5 fois moins cher que ce qu'on paye aujourd'hui. S'assurer qu'on consomme davantage d'électricité, qu'on en produise davantage et que tout ça. Et là, on aurait l'électricité la plus compétitive du monde. De la lutte contre le réchauffement climatique. Mais comme ça dérange l'Allemagne qu'on soit plus compétitif qu'elle, c'est évidemment pas une révolution fondamentale. Faut neutraliser nos avantages compétitifs. C'est quand même, vous l'avez dit, quelques euros par an, un peu plus pour les boulangers, on parle de 200 € par an. Profitons-en, j'allais dire, félicitons-nous de cette mesure qui, malgré l'absence de budget, peut être mise en œuvre dès le 1er février. Le débat budgétaire, il va se poursuivre, mais je vous rappelle ce que je rappelle tout le temps. Devant chaque plus, il faut un moins. Si vous voulez baisser la TVA, alors qu'on est aujourd'hui sur un déficit budgétaire trop élevé, il va falloir trouver des recettes en face. C'est Roland Lescure qui dit ça. Donc, attention. À chaque plus, il faut mettre un moins, ou à chaque moins, il faut mettre un plus, alors que eux, ils ont fait que mettre des moins et aucun plus pendant 8 ans. Les réserves que j'ai moi sur la baisse de la TVA, vous savez bien. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Qui se nourrissent au passage et qu'on la retrouve très rarement. Elle est bien cette reprise des questions d'actualité au au gouvernement. Ce que j'ai annoncé ce week-end, c'est direct du producteur au consommateur avec une baisse immédiate des tarifs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Bartholomé Lenoir pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler du danger terroriste en France. Le régime épouvantable des talibans en Afghanistan, dans une lutte entre la peste et le choléra, s'attaque à l'État islamique pour garantir sa suprématie. Cette situation accélère une migration extrêmement dangereuse d'Afghans affiliés à l'EI en Europe. Je rappelle qu'en novembre, un Afghan a été arrêté à Lyon et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. De l'autre côté, le gouvernement allemand a suspendu le regroupement familial, ou plus précisément la réunification familiale, pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, c'est-à-dire n'ayant pas obtenu le statut de Est-ce que vous avez pris de la drogue suite à l'étude de leur Deuxième question. Est-ce que vous pouvez partager en droit entre l'Allemagne et notre pays fait de la France une destination plus favorable pour les migrants du Moyen-Orient. C'est un risque majeur pour la sécurité des Français. Je rappelle qu'en seulement quelques années, la France a accueilli plus de 100 000 Afghans. Par ailleurs, les demandes d'asile d'Afghans ont augmenté de 30% rien que l'année dernière. Dans les prochains jours, je porterai une proposition de loi visant à suspendre le regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette loi a pour objectif en particulier de nous aligner sur l'Allemagne. Je précise que ce serait un minimum et que nous considérons qu'il faut aller beaucoup plus loin. Enfin, nous savons que le droit européen n'a pas empêché cette suspension en Allemagne. D'autre part, nous croyons que le Conseil constitutionnel français, du fait qu'il s'agit d'une suspension, pourrait ne pas s'y opposer cette fois-ci. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, y seriez-vous favorable? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. C'est pas drôle, Yael. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, donc vous me posez une question. Il y a 11 ans, il y a eu une attaque terroriste sur les locaux de Charlie Hebdo. Vous vous en souvenez, le lendemain, c'était Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, et puis le surlendemain, c'était l'attaque de l'Hypercacher. Oui, on s'en souvient. Il y a un lien très direct entre
ces flux migratoires et la menace terroriste, très directement. Je vais vous rassurer, depuis 2015, tout a changé dans ce pays en matière de suivi de la menace terroriste. Ça, c'est drôle, Hydrolis. Tout a changé depuis 2015, très drôle. sous le quinquennat de M. Hollande. Et puis, avec l'élection du président Macron, nous avons renforcé significativement nos moyens de lutte contre la menace terroriste, renforcé les moyens des services de renseignement, les moyens budgétaires, les moyens de criblage, les moyens de suivi, les moyens de la coopération internationale. Les moyens de la coopération internationale ont également été renforcés en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, ce qui fait que nous avons déjoué 93 attentats depuis 2012, dont 62 depuis 2017. Pourquoi je rappelle ces chiffres? Parce que d'abord, vous faites un lien très, très direct entre les flux migratoires que nous maîtrisons, et la menace terroriste. Moi, je vous dis que la menace terroriste, c'est d'abord des criblages, c'est d'abord du suivi, et c'est d'abord un partenariat avec les services étrangers et des moyens renforcés pour nos services de renseignement. C'est d'abord ça. Et je vous invite, monsieur le député, sur ces sujets, quand vous parlez de menaces terroristes, à la plus grande humilité. Parce qu'il y a 11 ans, ceux qui nous ont attaqués, et ceux qui nous ont attaqués ensuite en novembre 2015, étaient des individus qui étaient connus depuis bien longtemps, et même avant 2012. Donc sur ces sujets, monsieur le député, le ministre de l'Intérieur que je suis et le gouvernement à laquelle j'ai la chance d'appartenir n'a de leçons à recevoir de personne. Et vos propos qui laissent sans arrêt entendre que finalement nous sommes dans le verbe et jamais dans l'action, ces 11 dernières années démontrent que nous sommes dans l'action et que vous sans doute êtes dans le verbe. Et il y a des liens que vous faites que je refuse bien évidemment de faire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Non, monsieur le député. Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre, sauf votre respect, j'ai été très courtois dans ma question. Je vous ai posé une question que vous n'avez absolument pas En accusant tous les Afghans de terroristes. A fait cette suspension de la réunification familiale. Ça comporte un risque majeur pour une arrivée de migrants afghans en France. Et on sait bien que sur place, l'État islamique et les talibans s'affrontent et que l'État islamique, des migrants de l'État islamique pourrait arriver en France. C'est un risque majeur. J'attendais-vous une réponse. Elle ne m'est pas venue. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Oh là 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 là. La parole est à présent à monsieur Pierre Meurin pour le Rassemblement national. Mais ça continue, accrochez-vous. Merci madame la présidente. Bonne année à vous et bonne année à tous. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Transports. Chaque année, les automobilistes trinquent un peu plus et 2026 n'échappe évidemment pas à la règle. Augmentation du malus écologique, augmentation du prix du carburant de 3 à 5 euros par plein à cause de la hausse des certificats d'économie d'énergie, augmentation des primes d'assurance automobile de 5%, hausse des prix des péages de 0,9%, qui s'ajoutent, toutes ces hausses s'ajoutent évidemment aux hausses des dernières années. Les automobilistes sont les vaches à lait de la Macronie. À de tels niveaux, ce n'est plus de la fiscalité raisonnable, c'est du braquage à main armée. Depuis 8 ans, la Macronie essore méthodiquement les automobilistes en faisant de la mobilité un luxe, alors que la voiture est un outil de vie et de survie pour des millions de Français. Alors les automobilistes savent depuis longtemps que seul le Rassemblement national les défend bec et ongle. Ma question est donc extrêmement simple. J'allais justement vous dire qu'à chaque fois qu'il y avait une mesure qui aurait pu aider les automobilistes, ils ont voté contre. Oh, c'est con ça. 2026, à chaque fois qu'il y avait des possibilités de baisse de la fiscalité sur les automobiles, ils ont voté contre. Donc merci le RN. Voilà. On peut le dire, c'est grâce au RN que la fiscalité sur les automobilistes augmente. Voilà. Enfin, j'ai une dernière question. Monsieur le ministre, 2026 doit voir arriver en théorie la verbalisation dans t'as pas branché le bot Est-ce que vous vous engagez à ce que ces verbalisations n'arrivent pas et que nous examinions la fin du projet de loi de simplification de la vie économique dans les prochains jours comme le gouvernement s'y était engagé? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Si vous avez besoin de voir à quel point le RN dit quelque chose et vote l'inverse, n'hésitez pas à aller voir les replays politiques qu'on a fait notamment sur le budget. On a bien pu voir qu'effectivement, dès qu'il s'agit d'aider les Français, ils sont aux abonnés absents ou ils votent contre. Pour les automobilistes, je vais le dire poliment. Avant toute chose, je voudrais vous donner des éléments positifs pour les automobilistes, puisque avec Monsieur le Premier ministre, avec mon collègue Benjamin Haddad, nous avons défendu avec fermeté un sujet qui vous préoccupait, la position de la France pour nous opposer aux contraintes supplémentaires qui étaient envisagées
par la Commission européenne. Notre position a été claire, pas de contraintes de plus, ni aucune dépense supplémentaire. Grâce à notre travail auprès du commissaire européen, nous avons eu gain de cause. Il n'y aura pas de contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. Je sais que c'était une de vos demandes. La seule modification qui est intervenue, elle est sur le contrôle technique concernant les rappels d'airbag Takata défectueux, je tiens à le signaler, qui sont à l'origine de trop nombreux accidents mortels. Et je pense j'en ai entendu parler, c'est terrible ça, Takata. Compatriotes des départements et territoires d'outre-mer qui ont été très durement touchés. Et cela, je l'assume pleinement. Par ailleurs, le gouvernement, vous le savez, accompagne la filière automobile dans sa transition décarbonée, mais aussi les automobilistes avec des dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Enfin, monsieur le député, je tiens à rappeler que depuis ma prise de fonction, j'ai fait de la sécurité des automobilistes avec mon collègue de l'Intérieur une priorité, particulièrement dans cet épisode neigeux. Je veux à cette occasion saluer l'engagement des agents de l'État, des collectivités, des opérateurs qui, depuis ce week-end, pour garantir la sécurité de tous, je serai d'ailleurs dans quelques instants à leur côté. Alors concernant les ZFE, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Hello chat noir, bonne année à toi. J'ai 11 secondes pour vous répondre. Pour les ZFE, je crois savoir, et je parle sous le contrôle du ministre en charge des relations avec le Parlement, que la CMP PGL Simplification est confirmée le 20 janvier. Et je crois que vous aurez l'occasion de donner votre position sur ce sujet que je devine. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. L'équation est très simple en réalité. Pour protéger les automobilistes des ZFE, il faudra absolument voter pour les listes du Rassemblement National aux élections municipales. Oh là là, non. Ouais, pour qu'il fasse exactement l'inverse. La parole est à présent à monsieur Marc Ferracci pour le groupe Ensemble pour la République. N'oubliez pas que Merci Madame la Présidente. Le Rassemblement National a goûté en même temps macroniste. Donc ils vont faire exactement ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron en 2017. Allez, on termine avec les macronistes justement. Un cauchemar absolu. La réalité est insoutenable. 40 morts, dont la moitié étaient mineurs. Parmi ces victimes, 9 de nos compatriotes. Plus de 80 blessés qui luttent encore. Derrière ces chiffres, c'est toute une génération qui est meurtrie. Aujourd'hui, je veux dire notre infinie tristesse aux familles. À tous les proches des victimes dont la vie a basculé, nous adressons le témoignage de notre douleur partagée. Face à l'horreur, la solidarité s'est organisée avec une force exemplaire. Je tiens à saluer le courage des secours et la réactivité immédiate de la coopération franco-suisse. Une coopération à la hauteur de l'amitié qui lie nos deux pays. Au travers de ce drame, Français et Suisses ont montré, une fois encore, qu'ils étaient plus que des voisins. C'est le sens de la présence du président de la République à l'hommage qui sera rendu aux victimes ce vendredi en Suisse. L'Europe de la santé a de son côté pleinement répondu présente. 35 patients ont été transférés hors de Suisse vers les pays voisins. La France a accueilli 19 blessés graves, pris en charge très rapidement grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos services de santé, du centre de crise et de nos armées. Pour les remercier, on va encore couper leur budget. Consulaires pour leur engagement total auprès des familles des victimes françaises. J'ai été en contact étroit avec certaines de ces familles dans les derniers jours. Et je peux témoigner de l'appui qui leur a été apporté par notre consulat général à Genève et par notre consulat honoraire à Sion. Monsieur le Premier ministre, après l'urgence des consulat honoraire à Sion vient désormais le temps douloureux des questions et de la reconstruction. Comment la coopération franco-suisse va-t-elle se poursuivre dans les prochains mois? Comment l'État compte-t-il épauler concrètement les familles des victimes françaises dans le parcours judiciaire complexe qui s'ouvre de l'autre côté de la frontière? Enfin, quel dispositif allez-vous déployer pour garantir dans la durée la rééducation des blessés et le soutien psychologique aux familles face à ce traumatisme indélébile? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Marc Ferracci. Tout d'abord, je veux dire au nom du gouvernement la profonde solidarité envers les victimes et les blessés de ce drame. Nos pensées vont évidemment aux familles endeuillées. Dès l'annonce de l'incendie, vous l'avez dit, nos services de façon interministérielle se sont mobilisés. Nous pouvons être fiers de cette mobilisation. Je pense au ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées ainsi que le ministère de la Santé qui a permis d'identifier des lits disponibles,
des vecteurs, des moyens pour transférer les patients nécessaires, ce qui a permis de transférer 19 patients, comme vous l'avez dit. Je voudrais saluer aussi votre mobilisation dès le premier jour, monsieur le député, de cette crise. Et cette coopération ne s'arrête pas à la phase d'urgence. Elle se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. La France restera et reste pleinement mobilisée et prête à accueillir de nouveaux blessés si besoin. S'agissant du volet judiciaire, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes est saisie et coordonne l'accompagnement des victimes françaises. Par ailleurs, le parquet de Paris a ouvert une enquête miroir avec la saisine des juges d'instruction afin de faciliter l'accès des victimes françaises à leurs droits et à l'indemnisation en lien étroit avec les autorités judiciaires suisses. Enfin, sur le plan humain, un dispositif de soutien médico-psychologique a été mis en place pour les blessés et les familles. Cet accompagnement s'inscrira dans la durée parce que la reconstruction, qu'elle soit physique ou psychique, prendra du temps. L'État sera présent avec bienveillance et constance, je peux vous l'assurer, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Très bien, voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Assemblée nationale. Nous allons passer d'ici quelques instants au Sénat. En attendant YouTube, j'espère que cette séance vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces questions. Si vous voulez vous donner votre avis sur une question précise, n'hésitez pas à mettre le timecode de la question, le numéro de la question, puisque je numérote chacune des questions dans la barre de YouTube. Donc comme ça, vous pourrez me dire à quelle question vous faites référence et comme ça, je pourrai vous répondre justement plus facilement parce que nombre de commentaires, comme je ne sais pas à quelle question vous faites référence, je ne peux pas vous répondre. Voilà, bon, une séance, on va dire, classique de reprise, même si on est sur un niveau lunaire de questions. J'ai envie de dire que à la fois on a l'habitude et qu'en même temps ça nous avait presque manqué. Voilà, non mais c'est intéressant de voir que les députés sont bien énervés. Je me demande s'ils étaient aussi bien énervés par rapport à hier, puisqu'il y a aussi une séance entière à l'Assemblée nationale le mardi après-midi. Normalement c'est juste le mardi à l'Assemblée nationale et le mercredi au Sénat, mais Yael a changé les règles il y a quelques années maintenant. Donc du coup nous on peut faire les deux le mercredi. Curieux de voir s'ils étaient aussi énervés, parce qu'en plus c'était la reprise des travaux hier à l'Assemblée. Donc voilà, je me pose la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année 2026, au niveau politique, elle part sur les chapeaux de roue et qu'on aura énormément de sujets à suivre. Nous, on va pouvoir se concentrer surtout sur les sujets des municipales qui arrivent et sur quelques événements de l'actualité via différents formats qui vont revenir sur la chaîne au fur et à mesure des semaines qui vont avancer. YouTube, on se retrouve dans la prochaine VOD pour retrouver la partie Sénat. Nous, sur Twitch, on reste puisqu'on enchaîne d'ici quelques minutes avec le Sénat. N'hésitez pas encore une fois à liker et à vous abonner, c'est très important pour mettre en avant mon contenu. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.